Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bien, on va faire une petite révision, récapitulation de ce qu'on a vu concernant la première séance sur les droits de l'homme. On a dit que les droits de l'homme, déjà, on a mis le mot droit en S, ça veut dire qu'il existe plusieurs droits. Il n'y a pas un seul droit, mais il y a plusieurs. D'ailleurs, on va voir ça avec les générations, les droits civils, les droits politiques, les droits économiques, les droits culturels, les droits politiques, etc. L'homme, on a déjà dit qu'on a écrit l'homme avec un H majuscule, parce que dans cette H majuscule, on va trouver l'homme avec H minuscule, femme, enfant, vieillard, handicapé, prisonnier, orphelin, etc. Tout ça, on l'appelle un homme avec un H majuscule. Bien, on a dit les droits de l'homme, c'est l'ensemble des droits qui sont nés avec l'être humain. Ce sont des droits que l'homme ne peut pas vivre avec un minimum. Ce sont des droits qui sont inaliénables, qui sont dès la naissance de l'être humain, il a des droits. Ces droits-là sont donnés à la personne humaine pour une seule chose, parce que c'est un être humain. Puisque c'est un être humain, il a des droits. Voilà. On a dit que concernant les droits de l'homme, c'est la reconnaissance de la dignité humaine. Vous voyez, la dignité humaine est présentée par les droits de l'homme. Et les droits de l'homme, c'est aussi la reconnaissance de la dignité. On a commencé par donner des définitions. D'ailleurs, chaque sujet, il faut bien sûr commencer par le commencement, il faut commencer par le définir. Et il y a plusieurs définitions. On a parlé de la première définition, c'est la définition donnée par René Cassin. La deuxième, le nom que j'ai oublié, c'est Karl Vasak, avec un W, Vasak. Et le troisième, c'est Yves Madio. La question qui se pose, Madame, est-ce que c'est seulement les Européens qui se sont intéressés aux droits de l'homme? Non, il y a aussi des penseurs, des philosophes, des historiens arabes qui ont donné aussi leur propre touche, leur propre valeur ajoutée aux droits de l'homme, et ils ont donné aussi des définitions, et on va voir ça avec, bien sûr, au fur et à mesure. Concernant René Cassin, on a dit que c'est un Français qui s'intéresse beaucoup aux droits de l'homme. Il a défini les droits de l'homme comme une science. Une science. Il a dit que le critère ou les critères de cette science-là, c'est la dignité humaine. Et il doit bien sûr avoir tous les éléments pour assurer cette dignité. Ça, c'est la première définition. C'est la définition de René Cassin. La définition de Karl Vasak, on l'appelle aussi la définition technique. Pourquoi? Parce qu'il a fait appel à la technologie pour donner une définition aux droits de l'homme. C'est pour ça, lui et son équipe, ils ont utilisé l'ordinateur avec 50 000 mots. Quand je dis 50 000 mots, ça veut dire tous les mots qui s'approchent des droits de l'homme. Par exemple, liberté, égalité, travailleur, dignité, science, etc. 50 000, vous voyez que c'est beaucoup. L'ordinateur a fait un tri et il nous a donné une définition qui est basée sur ce qu'on appelle l'homme travailleur. Pourquoi l'homme travailleur? Ça veut dire celui qui travaille et non pas en chômage. L'homme travailleur, ça veut dire celui qui travaille, et il peut avoir des risques, il peut être victime d'une violation des droits de l'homme. C'est pour ça, cette définition technique, il était basé, ou il a ciblé, c'est ça le mot, cibler l'homme travailleur. Cette définition aussi a penché vers l'égalité plus que la liberté. Égalité parce que les travailleurs, l'homme travailleur a besoin d'une certaine égalité, sur pied d'égalité, plus que la liberté. Troisième définition, c'est la définition donnée par Yves Madio, c'est un spécialiste aussi des droits de l'homme. Lui s'est intéressé des droits de l'homme, que ce soit sur le plan national ou sur le plan international. Il a parlé d'une certaine protection, que ce soit à l'intérieur de l'État ou à l'extérieur de l'État, parce que c'est illogique que les droits de l'homme soient respectés au sein de l'État et violés au-delà des frontières, ou vice-versa. Bien, ce sont les trois définitions célèbres données par des spécialistes sur les droits de l'homme.
Après la définition, on passera directement à ce qu'on appelle les caractéristiques des droits de l'homme. Les droits de l'homme, on a dit qu'il y a des caractéristiques. Vous voyez qu'après la définition, on peut évoquer les caractéristiques. Les caractéristiques, bien sûr, il y a ce qu'on appelle les droits de l'homme sont universels. Universels. Les droits de l'homme sont égaux, les droits de l'homme sont indivisibles, et on peut s'arrêter ici. Qu'est-ce que ça veut dire les droits de l'homme sont universels? D'ailleurs, quand on parle de l'universalisme des droits de l'homme, on fait appel directement à la Déclaration universelle des droits de l'homme datée du 10 décembre 1948. Cette déclaration-là qui a essayé de dire que, c'est pas de dire, à partir de cette déclaration-là, on peut parler de l'universalisme des droits de l'homme. Ça veut dire quoi? Que cette déclaration-là, où les droits de l'homme sur le plan universel, ça veut dire tout le monde, qu'il soit par exemple en Amérique, ou en Éthiopie, ou en Belgique, au Mali, au Soudan, c'est les mêmes droits pour tout le monde. On peut dire que les droits de l'homme aussi, plus qu'ils sont universels, elles sont égaux. Ça veut dire qu'elles sont données sur pied d'égalité, quel que soit l'être humain, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa religion, sa couleur de peau, sa religion, sa façon de parler, est-ce que c'est un homme ou une femme, est-ce qu'il appartient à un État qui est développé ou sous-développé, peu importe. L'essentiel, ces droits-là sont donnés sur pied d'égalité pour tout le monde. D'ailleurs, pour parler de l'égalité ou sur pied d'égalité, il y a déjà un verset coranique qui parle de « on a honoré l'être humain ». Vous voyez, il n'a pas dit, par exemple, les musulmans ou les chrétiens ou les juifs ou les athées ou je ne sais pas moi, c'est l'être humain, quelle que soit sa race, sa religion, ses traditions, sa façon de parler, sa couleur de peau, etc. Indivisible. Qu'est-ce que c'est qu'indivisible? Déjà, quand je dis indivisible, ça veut dire que c'est un bloc. Les droits de l'homme, c'est un bloc. On ne peut pas les diviser. On ne peut pas, par exemple, assurer à une personne les droits politiques, mais le priver, par exemple, des droits civils. Non. Soit j'assure tout, ou je ne peux pas assurer un droit au détriment de l'autre. Je lui donne le droit de vote, mais je vais le priver, par exemple, du droit d'expression. Vous voyez, je lui offre, par exemple, le droit à la santé et je vais le priver, par exemple, du droit à l'éducation. Non, les droits de l'homme sont indivisibles. C'est un bloc que les États doivent, ça, il y a une obligation, assurer à leurs citoyens et même aux étrangers qui habitent sur le sol de son territoire. Voilà, ça, ce sont les caractéristiques. Vous voyez, après la définition, il y a les caractéristiques. Et après les caractéristiques, on peut évoquer une autre chose, ce qu'on appelle les générations. Quelles sont les générations des droits de l'homme? Il y a des profs qui sont contre cette appellation, mais moi, j'opte pour les générations. Comme ça, vous avez une idée plus claire sur les droits de l'homme. Normalement, quand on parle des générations, ça veut dire que chaque époque, chaque moment, chaque époque dans une société, dans le monde entier, a connu une sorte de droit. Des droits de l'homme. Et avec l'évolution du temps, il y a d'autres droits qui ont été connus. Là, pour revenir à une chose qui est très intéressante, c'est que les droits de l'homme, on ne va pas les trouver sur une liste qui est limitée. Non, les droits de l'homme connaissent une évolution avec bien sûr le temps. Tant que le monde évolue, il y a des droits qu'on va voir qui vont apparaître pour la première fois. Par exemple, le droit de l'environnement n'existait pas avant. C'est un droit de l'homme qui est nouveau. Par exemple, le droit au développement, c'est un droit qui est
connu. Et maintenant, le droit, par exemple, à l'accès à l'information, maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est un droit qui est nouveau. Vous voyez, avec le progrès des sociétés, des nations, on va voir apparaître des nouveaux droits de l'homme. C'est pour ça, la liste des droits de l'homme n'est pas limitée. C'est pas comme ce qu'on appelle les libertés publiques ou les libertés fondamentales, où il y a une liste qui est limitée, qu'on trouve dans la Constitution ou dans d'autres. Non, les droits de l'homme restent une liste qui est vaste, qui n'est pas limitée, dans le temps, mais à chaque époque, à chaque progrès, à chaque développement, il y a des nouveaux droits de l'homme qui apparaissent. Bien, la première génération, c'est la génération des droits sociaux, des droits politiques et civils. C'est la première génération. Cette génération-là est apparue avec les deux premières révolutions, la révolution américaine et la révolution française. La révolution américaine de 1776 et la révolution française de 1789. Ces droits-là, ce sont des droits civils et politiques. Par exemple, droit à la vie, droit au vote, droit à la vie, ce sont des droits qui sont liés à la personne. Ça veut dire l'État doit bien sûr ne rien faire et laisser les personnes, c'est eux qui vont bien sûr assurer leur quotidien. Là, on va trouver que que l'État n'intervient pas. Il assure seulement ces droits-là. La deuxième génération, c'est la génération des droits économiques, sociaux, les droits sociaux et culturels. Cette génération-là est apparue bien sûr après la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez, l'évolution des sociétés a donné ce qu'on appelle des nouveaux droits. Pour la première fois, on va parler des droits qui sont nouveaux. Par exemple, le droit au travail, le droit à l'éducation, le droit à la sécurité sociale, le droit à l'enseignement, le droit à un congé, le droit au SMIC. Tout ça, ce sont les droits de la deuxième génération. Et comme je vous ai dit, ce sont les droits qui ont apparu juste après la Deuxième Guerre mondiale. Là, c'est après les deux révolutions. Là, c'est le XVIIIe siècle. Et là, bien sûr, après la Deuxième Guerre mondiale. Troisième génération, c'est la génération, bien sûr, ce qu'on appelle les droits de solidarité. Solidarité, là, c'est pour la première fois qu'on va parler du droit à un environnement sain. Vous voyez, le droit à l'air sain, le droit au développement, le droit, par exemple, à l'exploitation des hautes mers, etc. Ce sont des droits qui sont nouveaux. Et il y a une quatrième génération, ce qu'on appelle le droit à l'accès à l'information. L'accès à l'information, il y a aussi droit à tout ce qui est progrès médical, ce qui est lié au développement de la médecine, etc. Pour la première fois, on va parler par exemple le droit à l'euthanasie. Vous voyez, le Motarahim, il y a est-ce que c'est légitime ou non, le droit à l'euthanasie, le droit au clonage, vous voyez, ce sont des mots qu'on utilise maintenant avec le progrès scientifique. Reste à savoir, là, ce sont les générations et on a dit qu'on peut les classifier de telle manière qu'il y a 4. Mais normalement, on va revenir aux mots concernant les caractéristiques des droits de l'homme et on va dire que les droits de l'homme est indivisible. On ne peut pas assurer un droit civil sur détriment d'un droit social ou un droit social au détriment d'un droit de solidarité, etc. Les droits de l'homme, c'est un bloc. Mais les générations, pour montrer que les droits de l'homme n'ont pas une liste qui est déterminée, ils connaissent un progrès et un progrès qui est bien sûr qui est continu, un progrès tant qu'on avance, tant qu'on a des droits qui sont nouveaux. Après les générations, là on va essayer de parler un peu
de ce qu'on appelle la terminologie utilisée. La terminologie utilisée, des fois, on peut utiliser les droits de l'homme, on peut utiliser les droits humanitaires, on peut dire aussi le droit, les libertés fondamentales ou les libertés publiques. Quelle est la différence entre les trois? On peut dire est-ce qu'il y a une différence? Là, juste un mot. Est-ce qu'il y a une différence entre les droits? Oui, il y a une différence. Le champ des droits de l'homme, c'est un champ vaste et c'est un champ illimité. Les droits, les libertés fondamentales, les libertés publiques, ce sont les libertés qu'on trouve dans les lois qui sont bien sûr organisées avec le pouvoir ou les autorités politiques d'un État. Le droit humanitaire, c'est un droit international pour protéger les civils, au moment des guerres ou au moment des conflits. Voilà une idée.